Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il est déjà foisonnant le bestiaire de la littérature jeunesse. Il s'enrichit d'une nouvelle proposition un peu différente des autres, la série Nos amis animaux de Camille Brunel. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu, anniversaire et programme d'histoire aujourd'hui. Les Portugais l'appellent souvent par sa date, le 25 avril. En France, on préfère Révolution des œillets, retour sur la chute du dictateur Salazar, c'était il y a tout juste 50 ans. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, jour J-53, avant les premiers stages de seconde. Zoom sur cette nouveauté à laquelle Gabriel Attal semble attacher une grande importance. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste des fruits. Et évidemment, ce sont des fruits de saison. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Nos amis animaux, c'est le titre de la série de romans pour enfants que lance Camille Brunel dans la collection Prums des éditions Casterman, au pinceau Emmanuel Tchoucriel. 3 volumes pour l'instant, Les griffes du petit chat, Le sanctuaire des chevaux et 8 pattes, quelle chance. Camille Brunel, bonjour. Bonjour Emmanuel. On est ravis de vous accueillir. Nos amis animaux, c'est pas que je me trompe, c'est pas nos amis les animaux. Et ça change tout. Expliquez-nous. Exactement. Toute la série parle de se rapprocher des animaux. C'est 2 petites filles qui ont peur de tous les animaux. C'est établi assez vite, sauf des coccinelles. Et l'idée, c'est que leur oncle, qui arrive du Canada, où il a fréquenté jusqu'à des ours et des baleines, va leur apprendre à ne plus avoir peur. Et donc le secret de ne pas avoir peur des animaux, c'est d'aller à leur contact, c'est de s'en rapprocher. Un oncle qui vous ressemble un peu. Ouais. Voilà. La marinière, les chevrons, le chat. Voilà. Je vais vous trouver une photo, il est là. Voilà. L'oncle. Et son chat ressemble beaucoup au mien, puisque l'illustratrice Emmanuelle Tchoucriel, je l'ai encouragée à aller s'inspirer de mon compte Instagram, où il y a évidemment énormément de photos de mon chat Padmé. Qui s'appelle Mésange aussi alors ? Padmé. D'accord. Vous aviez déjà écrit pour les ados ? Ouais. Pourquoi les enfants ? Alors les enfants, parce que justement c'est la clé, c'est ceux qui sont déjà les plus proches de la vérité, j'ai envie de dire. Alors juste pour finir de répondre sur le titre, en fait. Oui, nos amis animaux. Quand on dit nos amis les animaux, on les met à distance. Vous voyez, nos amis les Belges, bon bah voilà, il y a nous, il y a les Belges. Alors que quand on dit nos amis belges, le fait qu'ils soient belges finalement devient secondaire. C'est avant tout nos amis, et c'est ce que j'ai aimé dans cette élision comme ça de l'article. Nos amis animaux. Bon, c'est des animaux, mais c'est avant tout nos amis. Même l'araignée, parce que 8 pattes, quelle chance, c'est sur les araignées. On est allé tout de suite vers le moins évident. Truc le plus sympa. Voilà. Et alors, pourquoi les enfants ? Parce que justement, cette proximité, ils en ont l'intuition. Ça, on le dit souvent dans les... Alors, ce que je vais appeler de façon un peu pompière, les milieux animalistes, mais que je fréquente énormément aussi, on parle souvent de cette proximité qu'ont les animaux qu'ont les enfants avec les animaux, parce que de la même manière, ils sont tenus de faire ce qu'on leur dit de faire quelque part. Les enfants ne sont pas encore des citoyens à part entière, ils n'ont pas forcément une voix qui est la leur, on doit les défendre, hein. Les droits de l'enfant, ça a été acquis après les droits de l'homme quand même, et donc de la même manière, on se retrouve à devoir prêter notre voix à des êtres fragiles en fait, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée de rapprocher, de jouer sur cette proximité dont les enfants ont l'intuition. Autre particularité de vos animaux, c'est que souvent quand on les rencontre dans la littérature jeunesse, on les utilise ou on les voit comme des avatars des humains, ou alors c'est pour parler des humains. Je pense à la ferme des animaux d'Orwell, aux fables de La Fontaine évidemment, Maus de Spiegelman aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Vous, c'est pas pareil, c'est l'animal Pardon ? Béatrix Potter. Béatrix Potter, absolument. Les vôtres, non, ce sont des animaux. Ça, depuis que j'ai commencé à écrire sur les animaux, j'ai fait en sorte de justement me défaire de tous les réflexes qu'on a quand on écrit, dont on hérite après des siècles et des siècles de symbolisme en fait, d'animaux qu'on ne pouvait jamais trop fréquenter qu'à travers ce qu'on imaginait d'eux. Maintenant qu'on a la science qui fait des bonds de géants, même les neurosciences qui nous permettent d'étudier ce qui se passe dans la tête d'une souris quand elle dort et qu'on voit qu'elle rêve, tout ça nous permet de les connaître et de nous rendre compte, encore une fois, que ce dont avaient eu l'intuition les enfants, mais aussi les gens qui voyaient dans ces animaux, dans les animaux des personnes, étaient très très proches de la réalité. Et donc j'ai voulu justement faire en sorte que mes animaux ne soient jamais des symboles, toujours des petites personnes dans d'autres corps, quoi. Ça renvoie à une notion qui vous est chère, qui est la notion d'antispécisme, ouais. Si on devait l'expliquer. On a commencé à l'expliquer là, mais bref. Oui, en gros, l'antispécisme, c'est faire passer le corps des animaux au second rang et se soucier d'abord de ce qui se passe dans leur tête. Et partant de là, considérer que la proximité entre ce qu'il y a dans la tête d'un animal et la nôtre étant telle,
que la divergence dans la façon de les traiter devrait être à la même mesure. Ou j'ai très mal expliqué. C'était très... Recommencer, ouais, l'antispécisme, on y retourne. C'est s'opposer à la discrimination des individus en fonction de leur espèce. Voilà. C'est dit simplement, c'est carré. Vous-même, comment vous êtes arrivé à cette position-là, d'ailleurs, d'un mot? Pas tout de suite, je crois. Il y a un chemin. Non, moi je suis arrivé par l'écologie, donc je suis devenu végétarien parce que je voulais pas avoir un impact carbone, voilà. Et puis une fois que j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai commencé à lire un peu plus. Et vous avez fait tout un chemin, c'est ça que je veux dire. Vous n'êtes pas tombé dedans. On se rapproche. Non, je suis pas tombé dedans quand j'étais petit. Je suis tombé dans l'écologie quand j'étais petit. L'animalisme, c'est venu bien après. Et justement, avec cette grande joie de me rendre compte que je pouvais faire quelque chose qui me semblait un peu enfantin, défendre les animaux, mais de façon un peu adulte, avec la philosophie et des grands mots, quoi. Camille Brunel signe une nouvelle collection pour enfants. C'est à partir de 7 ans, c'est chez Casterman. Très belles illustrations aussi à l'aquarelle d'Emmanuel Tchoucriel. On vous retrouve, Camille, juste après l'Anti-Sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Plongée dans les programmes d'histoire avec vous aujourd'hui et cet anti-sèche consacré à la révolution des œillets. Oui, il y a 50 ans, jour pour jour, débuté au Portugal, ce qu'on a appelé, nous en France, la révolution des œillets. Une révolution qui va durer 2 ans et qui va conduire à la fin de la dictature salazariste en place dans le pays depuis 48 ans. Alors en fait, elle commence même dans la nuit qui précède le 25, enfin tout à fait la fin de la nuit, et elle est très particulière parce que c'est une révolution menée par l'armée, mais elle ne va pas déboucher sur un régime militaire. Et non, et c'est ça qui fait sa spécificité. Ouais. Généralement, quand l'armée fait un coup d'État, comme ce fut le cas au Portugal... C'est pas pour les civils, oui. Oui, merci. Ça aboutit à un régime militaire et autoritaire. Et là, non seulement ça va aboutir à une démocratie, mais ça va se faire sans presque une goutte de sang, j'ai envie de dire. Il n'y a eu que 6 décès pendant la Révolution. 6 morts pendant cette révolution des œillets, des militaires qui sont, et c'est ce qui explique tout, soutenus par la population. Et oui, complètement. Et si l'armée décide de renverser le pouvoir, c'est à cause des guerres coloniales en fait qui sont menées par le Portugal en Afrique. Ça coûte énormément, que ce soit sur le plan humain et sur le plan matériel. Et donc les militaires se radicalisent. Pour info, ces guerres coloniales sont menées depuis le milieu des années 60, donc une dizaine d'années pour tenter de rétablir l'ordre, car les populations des pays colonisés commencent à se révolter. Et là, population Portugal de son côté voit l'occasion aussi de mettre fin à cette dictature. Révolution des œillets parce qu'en signe de ralliement, les officiers de ces forces armées, le MFA, le mouvement des forces armées, portent un œillet rouge à la boutonnière. Oui, et puis ensuite, cet œillet fut ensuite introduit dans le canon de leurs armes, montrant ainsi qu'ils souhaitaient que cette révolution reste pacifiste. Révolution qui met donc un terme à la plus longue dictature fasciste d'Europe occidentale du XXe siècle. Ouais. Tout commence en 1933. Antonio de Oliveira Salazar, ancien ministre des Finances, arrive à la tête du pays, établit une nouvelle constitution instaurant un régime autoritaire d'inspiration fasciste. Il instaure ce qu'on appellera l'État nouveau, avec un parti unique, l'Union nationale, et une police d'État lapidée. Terrible. En 1970, Salazar meurt et Marcelo Caetano lui succède. Au moment du coup d'État, c'est donc Marcelo Caetano qui sera arrêté. Et c'est un général qui proclame la restauration des libertés publiques, puisque c'est l'armée qui a fait cette révolution, le général Spinola. Oui, et ça dès le 26 avril, il devient président de la République et dans son gouvernement pluraliste, il fait entrer Mario Soares, opposant au régime. Il s'était exilé en France en 1970. Après la Révolution, il revient donc au Portugal. Il va d'abord être nommé ministre des Affaires étrangères. À ce titre, il entame le processus de décolonisation des possessions portugaises en Afrique. Il sera également Premier ministre à 2 reprises et président de la République de 1986 à 1996. Son dernier mandat fut celui de député européen et il est mort en 2007. Révolution des œillets qui marque aussi le début de la démocratisation du sud de l'Europe, parce qu'il y a d'autres dictatures. Exactement. D'abord, en juillet 1974, en Grèce, c'est la fin de la dictature des colonels qui aura duré 7 ans. Et en novembre 1975, la mort de Franco met fin à la dictature franquiste en Espagne, en place depuis 1936. Plein de commémorations de ces événements, des 50 ans de ce 25 avril, de cette révolution des œillets, en France. Oui, en France. Oui, Bordeaux, Lyon, Nanterre, Paris, Strasbourg. Et si cela vous intéresse, il y a un documentaire intitulé « Des œillets pour la Révolution » disponible en replay sur arte.fr. Cécile, merci beaucoup pour cette anti-sèche. On va à Matignon pour la récré ? Oui. C'est un petit teasing, grand oral. Camille Brunel, invitée donc de ce grand oral, auteur de plusieurs ouvrages remarqués sur les animaux, des romans comme La guérilla des animaux, paru chez Alma, Grand Prix SGDL du premier roman, c'était en 2019. Il y a aussi eu un roman jeunesse, Après nous les animaux, chez Casterman. Des essais également comme Le cinéma des animaux, chez UV Éditions en 2018. Et Éloge de la baleine, c'était chez Rivage en 2022. Et un roman jeunesse, Après nous les animaux, là encore chez Casterman, et donc toujours chez Casterman. Cette collection
Prums, avec une série intitulée Nos amis animaux. Vous nous faites une petite présentation des personnages? Il y a Prudence d'abord. Avec plaisir. Alors, les personnages sont inspirés de mes nièces. D'accord, carrément. Donc, mes nièces sont les dédicataires du troisième tome sur les chevaux, Eva et Lola. Et alors, Eva et Lola, c'est Prudence et Mira. Bon, Prudence, elle est prudente. Exactement. les noms, j'ai eu les noms tout de suite. En gros, en 2020, quand j'ai publié donc Après nous les animaux avec Clémence Barre de chez Casterman, elle m'a tout de suite dit: est-ce que tu voudrais pas nous écrire un petit peu quelque chose pour la jeunesse? Et moi, j'avais très envie d'écrire pour les enfants, justement du fait de mes nièces qui avaient exactement l'âge. Enfin, elles étaient un tout petit peu trop jeunes, mais le temps que le texte soit écrit et publié, voilà, elles sont en primaire au collège maintenant. Et donc, j'ai eu tout de suite le nom des deux sœurs. Prudence, parce que quand on approche un animal, faut faire attention, quoi, parce qu'il nous connaît pas, on sait pas comment il va réagir, normal, quoi. Et Mira, c'est le regard, non, en espagnol. Mira, c'est regarde en espagnol. C'est ça, ouais. Et donc fais attention et regarde. Et donc ces deux sœurs représentent à elles seules la façon la meilleure méthode d'approcher les animaux. Nani aussi, la grand-mère, qui semble avoir un certain naturel dans son rapport aux animaux, notamment aux poneys. Vous pensez qu'il y a un truc à travers les générations qui s'est passé, on s'est éloigné de la nature, on ne sait plus trop bien faire? Absolument. Donc Nani, c'est ma mère, et ma mère a grandi dans une ferme, dans une longère, à côté d'Auxerre, où j'ai un peu vécu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et moi, quand j'étais gosse, mes grands-parents venaient d'être à la retraite, il restait encore des poules, des lapins et des vaches, mais quand ma mère y était, il y avait aussi des chevaux, il y avait les cochons. Ma mère a entendu le cochon se faire tuer, elle en a des souvenirs spectaculaires. Oui, alors moi j'ai vu ça en Bretagne, dans mon enfance, dans un petit bourg. On s'en souvient. Voilà, ça marque. Et donc, j'ai voulu. Donc, il y a l'oncle Timothée qui est ma génération, du coup, qui fait le pont entre les petites filles qu'on va essayer d'amener comme ça vers l'animalisme contemporain, et qui fait le pont aussi avec la génération de leur grand-mère. Qui les a fréquentés, qui fréquentait les animaux, mais sans tout le versant philosophique que l'oncle va amener. Et donc on voit ça quand elle fréquente les animaux au sanctuaire, où elle leur donne des carottes. Pour les poneys. Ouais. Exactement. Alors vous avez choisi 3 animaux, il y a le chat, l'araignée, le poney. Le chat, ça a l'air super sympa, mais ça griffe. Oui, en fait... C'est hyper familier, le chat. Ce qui était drôle, c'est qu'il fallait aller vers la réalité des animaux. C'est ça. Et les chats, tout le monde aime bien, tout le monde trouve ça mignon, sauf que quand on met un gosse devant un chat, souvent il n'emmène pas large. Il peut très vite avoir des idées reçues sur le chat, et c'est exactement le cap de la collection. C'est aller au-delà des idées reçues qui font qu'on peut avoir peur ou qu'on comprend mal les animaux. Et c'est valable aussi pour les animaux que tout le monde aime, comme le chat. Le poney, alors cheval. Les gens aiment plutôt, mais en revanche, c'est une tonne de muscles et de. Et d'autres, ça peut faire un peu peur. Mais vous voyez, c'est la même idée que le chat. Ouais. Vous rentrez dans la chambre de mes nièces, il y a des photos de chats, il y a des posters de poneys et des dauphins. Mais et puis quelques autres parce que je leur ai offert des posters. Mais c'est les araignées maintenant. Faudrait, ouais. Mais c'est les deux animaux les plus populaires auprès des petites filles surtout, mais des enfants. Et des enfants en général. Et je voulais leur dire, ok, c'est bien de les adorer, mais demandez-vous ce qu'ils sont vraiment. Donc un cheval, c'est beau, etc., mais c'est aussi une montagne de muscles, c'est des odeurs, c'est du bruit, et puis c'est aussi un caractère, des sensations, et ça vous renvoie quelque chose. Puis c'est des éponges aussi. C'est des émotions, c'est des gens aussi. Et donc l'idée, c'est de leur dire, ok, vous avez le droit d'adorer ces animaux-là, mais intéressez-vous à ce qu'ils sont vraiment. Et c'est pareil avec les araignées. Bon, alors non, vous avez tendance de sortir comme ça. Parce que le cheval ou le chat, ça envoie des signaux, ça remue les oreilles, la queue, le truc, le machin, on comprend un petit peu. L'araignée, c'est quand même... Je sais. Hein, je sais. Et je me suis retrouvé avec une énorme araignée sur le mur de ma maison l'autre jour, de mon salon. En fait, c'est mon chat qui regarde au-dessus de ma tête. Je me demande ce qu'elle avait. C'était pas un fantôme, j'aurais préféré. Et je me dis, tu peux pas la tuer. Non. Gérard, tu fais voilà. Et puis en plus, t'as écrit le bouquin. Donc, vous imaginez le scandale pour peu que ce soit filmé. Ça a été toute une logistique de mettre le seau en bas du mur, de la pousser dedans, machin. Mais et l'oncle, en fait, dedans, à la fin du bouquin, a la pétoche aussi. Et ça, j'ai essayé d'être le plus réaliste possible aussi dans la relation des humains aux animaux. Je veux pas idéaliser, je veux pas donner l'impression que, au bout d'un moment, quand on voit une mégale, on va lui faire un petit smack sur le. Non, ce qui est bien, ce qui est précieux avec l'animalisme que je revendique, c'est qu'il s'appuie sur la connaissance scientifique des animaux. Surtout pas d'anthropomorphisme ou d'animalisation, ou de l'anthropomorphisme, mais du bon quand on leur reconnaît des émotions qui ressemblent aux nôtres. Donc dans l'araignée, effectivement, il n'y a pas de signe, sauf le moment où il chante et où on le sent qu'elle tend les pattes là.
Ça, c'est véridique, je le fais des fois, ça fait marrer mes nièces. Quand on fait un son très aigu sur une épère, sur une toile, elle met ses pattes comme ça. C'est assez drôle. Ouais. On a l'air très bête, hein, attention. Hein. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que là, sur les insectes, effectivement, les araignées ne sont pas des insectes, mais disons sur les arthropodes, on a beaucoup plus de chemin à faire pour reconnaître de l'intelligence, de la pensée. Et pourtant, il y a quelque chose. Et pourtant, il y a quelque chose. Il y a 3 jours, déclaration de New York sur la conscience, qui reprend la déclaration de Cambridge, qui a déjà 12 ans, et qui étend les découvertes sur la conscience aux insectes. Faut chanter très haut pour l'araignée. Ouais, comme ça. Elle a fait. Je pensais pas faire ça ici, mais voilà. La récré. Ah bah alors, je le savais, votre côté arachnéen. Rebonjour Cécile, on est à 53 jours de quoi? Non pas des JO. Non, les JO c'est dans 92 jours. Noël c'est dans 244 jours. Bon alors, 53 jours des stages. 53 des stages obligatoires, c'est sexy, hein, de 2 semaines pour les élèves de seconde générale et technologique. Un sujet qui concerne quand même 560 000 lycéens. Et là, je m'adresse à ceux et celles qui n'auraient pas trouvé leur stage. Eh bien, il faut le savoir, que Matignon ne propose pas 1 ni 2, mais 10 stages. 10 élus qui pourront suivre le quotidien de Monsieur Gabriel Attal. Et oui, en tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans l'annonce. Annonce qui a été mise en ligne, c'est ça, sur la plateforme Un stage, une solution. Oui, exactement. Cette plateforme a été lancée par le gouvernement en novembre 2020 pour aider les moins de 26 ans à trouver un stage. Et donc là, il y a une partie réservée aux élèves de seconde, stage de seconde.unjeune-une-solution.gouv.fr. Et en novembre, le gouvernement a annoncé qu'il y avait 200 000 offres. Mais là, bizarrement, ils ne communiquent plus trop sur le chiffre. J'ai commencé à vouloir calculer. J'ai fait 33 pages à raison de 30 annonces par page. Pour 200 000, vous êtes courageuse quand même. Hein. J'ai dit, bon, il y a plus de 660 annonces. Voilà, ça c'est sûr. 30 annonces par page. Ça, c'est du journalisme d'investigation. Ouais, c'est remarquable, ça vaudra le Pulitzer. Ce stage, c'est la première année que ce stage obligatoire naît, mais il y a le stage de 3e qui existe depuis longtemps. Alors, le 3e, ça existe depuis 2005, mais ce stage pour les secondes a été décidé en septembre dernier, et on pouvait lire dans le communiqué qui annonçait sa mise en place. Cette décision s'inscrit dans la volonté du gouvernement de reconquérir le mois de juin. Reconquérir les entreprises, mais bon, c'est pas grave. Ce qui veut dire généralement à cette période, c'est le bac, c'est le brevet, et qu'on ne sait pas trop bien quoi faire de ces secondes. Il faut les occuper, quoi, pour faire simple. Et c'est vraiment obligatoire ou il y a des dérogations? Alors, il y a des dérogations. Il est possible de faire le stage à la place du stage un séjour de cohésion ou une mission d'intérêt général dans le cadre du service national universel dont je vous ai déjà parlé ici, je ne rappelle pas les modalités. Ou encore dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale de 2 semaines minimum. Et sinon, certains lycées proposent de ne pas le faire, de le faire plutôt en juin ou courant juillet. Enfin, mais généralement, c'est assez obligatoire quand même. Tout ça reste obligatoire. Il y a des dates officielles du 17 au 28 juin. Et on peut donc éventuellement trouver le stage de ses rêves sur la plateforme stagedeseconde.jeune-une-solution.gouv.fr. Ouais. Vous n'avez pas candidaté là pour Matignon? Ouais. Non. Vous faites l'araignée, c'est ça? C'est votre... Oui, je reste avec vous. Pas de stage, je reste avec vous. Grand oral, Camille Brunel. Camille Brunel, invitée donc du Grand Oral pour Nos Amis Animaux, la série de romans pour enfants qui publie dans la collection Prums des éditions Casterman. Vous aviez publié un livre de portraits de jeunes qui défendent les animaux, des Français et des pas Français d'ailleurs. Vous nous en présentez un ou deux qui vous ont marqué? Oui. En dehors de vous, quoi, comme jeunes qui défendent les animaux. C'est vos copains. Je suis plus si jeune quand même. Ouais. Mais non, il y a un an, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle Ces jeunes qui défendent les animaux chez La Martinière, aux éditions La Martinière. Et c'est sorti quelques mois après cela. 2023, c'était mon année jeunesse. En fait, j'ai aussi sorti chez Alma un roman qui s'appelle Ecatepec et qui parle aussi des points de contact entre enfance et animalité. Bon. Et alors là, dans les jeunes qui m'ont marqué, dans ceux que j'ai interviewés, je vais parler les deux du parti animal. Il y a 2 jeunes du parti animaliste qui ont 20 ans, Servane et Morgane, et elles se sont présentées aux élections législatives. Là, elles sont candidates, elles sont sur la liste du parti pour les européennes à 20 ans, quoi. Moi, à 20 ans, j'ai l'impression que la politique, c'était pour les grands, quoi. Et pas du tout. Et je trouve ça absolument fabuleux de voir des jeunes s'engager comme ça, et puis tractés, et puis actifs, quoi. Et vous pensez justement que cette cause, la cause animale, elle est mieux portée par les jeunes aujourd'hui qu'elle ne l'était hier? Ouais. Ils sont beaucoup plus droits dans leurs bottes. Et puis les réseaux sociaux, ça forme à la com très, très jeune, quand même. Donc ils sont bons naturellement, ça. Oui. Vive les réseaux sociaux par Camille Brunel. Quelque part, moi je suis déjà pas de cette génération-là. Moi j'envoie encore des gifs sur Facebook. Elle, non, c'est fini.
Des quoi sur quoi? Des gifs sur Facebook. Je connais pas. Non. Autre génération. L'enjeu qu'il y a derrière tout ça, il est quand même extrêmement sérieux parce qu'on en rit, mais c'est la 6e extinction de masse. Oui. Rappelez-nous ce que ça signifie. C'est que la biodiversité sur Terre s'effondre à une vitesse, je crois que j'ai vu ça dans un documentaire il n'y a pas longtemps, 170 fois supérieure à ce qui devrait arriver. Parce que les espèces, des animaux, les plantes, tout ça, évoluent, c'est jamais fixe, sauf que là, c'est en train de se casser la figure à une vitesse qu'on n'avait jamais vue depuis l'astéroïde qui a dégommé les dinosaures, les ptérosaures et compagnie, il y a 64 millions d'années. Et l'astéroïde, c'est nous. Ouais. Je trouverais scandaleux en ce qui me concerne de parler d'autre chose, avez-vous dit dans une interview. Ouais. Des progrès quand même, vous l'avez signalé tout à l'heure. Alors il y a cette déclaration dont de Cambridge, m'avait échappé, je vous avoue, la toute dernière. Mais quand même en France, depuis le 28 janvier 2015, le Code civil ne considère plus l'animal comme un bien meuble, je mets les guillemets parce que c'était la qualification légale, mais comme un être vivant doué de sensibilité. Donc ces idées-là quand même, elles font des progrès, non? C'est des micro-progrès. Bah ouais, parce que les animaux, ils sont pas sensibles, ils sont conscients. Alors, entre la sensibilité et la conscience, il y a de la marge. Les plantes sont sensibles. Si vous mettez du soleil sur une tulipe, elle s'ouvre, c'est sensible. Si vous mettez du soleil sur un chat, il se passe 10 000 choses de plus que dans la tête d'une tulipe. Enfin, qui n'a pas de tête. Voilà. Vous voyez le problème. C'est la différence entre sensible et... Le droit reconnaît une sensibilité aux animaux, et c'est génial, c'est sympa de la part du droit, mais... Les animaux, en fait, la science est déjà dans le futur. Elle dit, la science, on a parlé de conscience chez les arthropodes. Alors, vous voyez que le droit, d'ici qu'ils reconnaissent... Les arthropodes, c'est les araignées. Hein, c'est tout ce qui est petit et invertébré. Ouais. Et qui fout un peu la trouille. Ouais. Ça et les serpents. Est-ce qu'il faut qu'on surveille notre façon de parler aussi, ou est-ce que ça, c'est un petit peu un combat secondaire? Mais quand on dit bête comme un âne, tête de linotte, cervelle de piaf, tout ça... Mémoire de poisson rouge. Mémoire de poisson rouge. Ouais, non, les poissons rouges ont une mémoire de dingue, mais comme Mémoire d'éléphant, c'est sympa. Exactement. Mais le truc, c'est que comme on fonctionne encore avec des vieux logiciels. On imagine le poisson rouge dans un bocal. Quasiment plus personne n'a de poisson rouge dans un bocal. Mais quand nos parents, nos grands-parents avaient cet animal-là, ils le voyaient tourner en rond et ils avaient l'impression qu'il se passait rien dans sa tête. En même temps, vous me mettez dans une cage si petite, moi je vais tourner en rond. Les gens qui me regardent au bout d'un moment auront l'impression qu'il se passe rien dans ma tête non plus. C'est une illusion d'optique. Et donc oui, il faut retravailler sur notre héritage spéciste, ce qui vient aussi s'infiltrer dans notre langage comme ça. Sachant que ce ne sont pas des débats récents. Je lisais un article du Monde sur le sujet qui, je le cite, des penseurs du droit des animaux comme Plutarque au 1er siècle, dans son traité « S'il est loisible de manger de la chair », ou alors le philosophe Porphyre défend une attitude juste envers les animaux, allant jusqu'à s'interroger par exemple sur la question morale de l'acte carnivore. Donc en fait tout ça traverse l'histoire de la pensée. Dès qu'on a commencé à se poser des questions, on a vu cette intuition fondamentale dont je parle, que il se passait pas la même chose dans la tête d'un animal que dans une... Je vais arrêter avec la tête des plantes quand même, mais il se passe pas la même chose avec un animal qu'une plante, quoi. Ça, on l'a su tout de suite. Et donc il y a tout de suite eu des gens qui essayaient de manger autre chose en fait. Quand Descartes écrit à un autre philosophe, je crois que c'est Henri More en 1649, donc quelques années après le discours de la méthode, il explique que en gros, s'il a expliqué que les animaux étaient des machines, c'était pas tant parce qu'il y croyait que pour relever les gens qui mangeaient des animaux de la culpabilité. Et donc il appelle alors il dit je m'adresse évidemment pas aux adeptes des rêveries de Pythagore. Et les rêveries de Pythagore, c'est le végétarisme, parce que Pythagore était végétarien. Ovide en parle très longuement dans les Métamorphoses. Il y a tout un chapitre à la fin où Ovide fait parler Pythagore. Et voilà, c'est vieux comme mes chemises, peut-être pas celle-là, mais et aux Lumières aussi, pendant les Lumières, Voltaire, Rousseau parlent des animaux. Condorcet en parle aussi. Condorcet, et c'est des gens, ils pouvaient pas, ils n'avaient pas accès aux protéines végétales comme aujourd'hui, où on a accès à tout autant qu'on veut, quasiment. Mais ils disaient, il faudrait en fait, ça serait justifié moralement. Moi, je sais pas. Puis Voltaire, il était anti-esclavagiste et il avait des esclaves aussi, voilà. Mais il faisait un peu la même chose avec contradiction. Voilà. Mais vous mangez pas de viande. Ah, non. Passez de quoi? Prems, nos amis animaux, vous restez avec nous. On va passer à la cantoche. Plateau repas, c'est notre rendez-vous avec Sandra Ferreira. On va manger des fruits, ça tombe bien. Cécile, merci beaucoup. Plateau repas. Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Sandra Ferreira pour Plateau Repas. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Manger des fruits et des légumes de saison, c'est meilleur pour la santé et pour l'environnement. Mais alors en avril,
Je dis un peu vite, parce que vous l'avez déjà dit. Pas d'affilée, non, c'était pas ça. Non, c'est quoi les fruits de saison alors? Les fruits de saison, il y en a plein. Et puis cette saison est locale, il faut aussi. Alors, c'est surtout local. Voilà. C'est pourquoi il faut privilégier local. Je pense que c'est assez simple. C'est pour éviter les milliers de kilomètres parcourus par ces fruits et ces légumes pour arriver sur nos étals. Ça permet aussi de les récolter à maturité et par conséquent d'avoir des fruits et des saisons avec meilleur goût et plus de nutriments. Et puis c'est moins polluant quand même. Alors, c'est moins polluant, effectivement, puisqu'on va réduire les transports. J'ai quelques chiffres. On estime que la distance moyenne d'un produit alimentaire aujourd'hui, c'est quand même entre 2400 et 4800 km. Wow. C'est 25% de plus qu'en 1980. On mangeait plus local il y a quelques années. Et en plus, un fruit et un légume hors saison, ça consomme 10 à 20 fois plus de pétrole que le même fruit qui serait produit localement de saison. Je vous donne un exemple. 1 kilo de fraises en hiver, ça va consommer presque 5 litres de pétrole pour arriver jusque dans notre assiette. Et en plus, ces fruits et ces légumes qui ne sont pas de saison, ça encourage la culture sous serre, ce qui veut dire que c'est gourmand en eau et en énergie pour le chauffage. Voilà, et puis surtout, ils sont moins riches, je vous l'avais dit, en vitamines, en minéraux. Effectivement, parce que un fruit et un légume de saison, il arrive naturellement à maturité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se protéger contre les attaques extérieures, il va développer des nutriments avec le soleil. Et donc là, vraiment, quand on le récolte, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans au maximum, puisqu'on les récolte on les mange peu de temps après la récolte. Ce qu'il faut, c'est les vitamines, c'est les antioxydants, c'est donc meilleur pour la santé. C'est ça, des nutriments essentiels. On prend un air zen, mais je ne vous raconte pas ce qui nous attend là. Regardez. Et Camille regarde depuis tout à l'heure. Par exemple, la nature est bien faite. Orange, mandarine au mois de janvier, ça nous apporte de la vitamine C, ça tombe bien. C'est là où on manque de soleil, où on a besoin de booster notre système immunitaire. L'été, on a soif. L'été, on a soif, ça tombe bien, des fruits et des légumes riches en eau, concombres, pastèques, melons, tomates. Là, on a besoin d'hydratation parce qu'il fait chaud. Voilà, et donc ils ont plus de goût si on le prend en saison et pas trop loin de chez soi. Et j'allais dire, j'ai découvert le secret il n'y a pas longtemps pour manger de saison, c'est de se lever le dimanche matin pour aller au marché. Oui. Ah bah oui, j'ai appris ça très tard, mais c'est... C'est quand même la base, effectivement, d'aller sur les marchés. On peut même se lever à peu près tous les jours quand on a la chance d'être dans une grande ville, on peut en avoir même... C'est le vendredi, c'est pour ça que je dis ça. Alors, et les tomates, si vous êtes amateur de tomates, vous savez très bien que si c'est pas de saison, c'est pas de saison, c'est farineux et dégueulasse. On est d'accord, les produits français de saison, c'est ce qu'il y a de mieux. Encore une fois, on les récolte juste après et ils arrivent sur nos étals. Quand ils sont importés, il faut savoir quand même qu'ils sont cueillis pas à maturité et qu'ils mûrissent dans le frigo d'un bateau. Ou sur le bateau, voilà, c'est exactement. Ça. Bon, et donc, on est en avril, là, je veux bien la réponse à la question. Maintenant, c'est quoi les fruits de saison? En avril, je vais vous parler de légumes. Artichauts, asperges, carottes, épinards, fenouil, poireaux, endives. Donc, petites idées. Endives braisées si vous aimez ça, un petit artichaut en vinaigrette, des épinards à la crème et de la quiche au poireau. Pourquoi pas? Et pour les fruits? Et pour les fruits, je vais vous citer la pomme, le kiwi, l'orange, la poire, la rhubarbe. On peut faire une jolie salade de fruits colorés ou manger cette bonne compote pomme-rhubarbe faite avec la rhubarbe et les pommes de mon jardin. Vous allez dire faite avec amour. Et avec amour. Ah bon, faite avec des pommes et des rhubarbes. C'est peut-être pas mal quand même. Allez, on y va. Si on a la chance en plus de pouvoir avoir un petit coin de jardin où on peut mettre un peu de rhubarbe ou autre, dégustation. Alors la rhubarbe, je rappelle que c'est quand même assez acide. J'ai mis du sucre. C'est bien qu'elle dise je rappelle pour dire je préviens. Ah bah oui, parce qu'il faut aimer l'acidité. Alors, c'est super bon. Avec j'ai mis un peu de sucre de fleur de coco. On en avait parlé dans c'est le bon sucre, ça, c'est pas le mauvais. Ouais. Si on était œnologue de la rhubarbe, on sentirait que c'est du sucre de coco et pas du sucre de canne. Exactement, si vous êtes œnologue du sucre. Alors, est-ce que vous le sentez? C'est super bon, mais c'est pas spécialement acide. C'est vrai que j'aime bien manger acide. La rhubarbe est légèrement acide comme l'abricot quand on cuit. Il n'y a pas cette histoire où la première rhubarbe cueillie dans l'année est plus sucrée que celle qu'on va cueillir plus tard? Je n'ai pas l'information, mais peut-être. Je crois que c'est ça. C'est vrai? Celle-là, franchement, il y a pire. Elle est super douce. Non, mais c'est parce que je l'ai vraiment fait avec amour. Ah, d'accord. Je crois que c'est ça. Ah ben voilà, je savais qu'il y avait un truc. Sandra, merci beaucoup. Camille, on vous laisse déguster. Apparemment, c'est bien parti. Il vous en restera pas en régie. Camille Brunel, Emmanuel Tchoucriel. J'ai pas suffisamment dit que les aquarelles étaient vraiment très belles. Il y a un petit côté d'érole, c'était les planches naturalistes fin 19e. À quoi ça renvoie beaucoup de tendresse aussi dans ces dessins d'Emmanuel Tchoucriel. Et c'est la collection Nos Amis Animaux Prums. C'est chez Casterman. Merci aussi, je vous ai dit merci, Sandra. Merci, sais pas, mais merci pour la compote, elle est super bonne. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Panel Baudet pour la préparation de l'émission, qui en régie sont aujourd'hui avec Alexis Oustabassidis pour le son, Angèle Jean-Girard pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux et au marché.
Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAC sur School TV pour cette 3e saison. Le MAC se concentre sur des initiatives, qu'elles soient locales ou nationales. Tous les jours, des élèves, des parents d'élèves, des élus vont se succéder sur ce plateau pour nous conter leurs actions au quotidien en faveur de l'école, de l'environnement et de la citoyenneté. Le MAC sur School TV, c'est tous les jours. Je compte sur vous.